Bonjour. Marion, je te donne la main pour démarrer. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ce midi sur l'heure du déjeuner pour ce webinaire qu'on a souhaité co-organiser entre le mouvement associatif l'UDES et la VISE. C'est un webinaire d'information générale sur l'ensemble des solutions et des offres d'accompagnement qu'on a pu concevoir et penser sur l'année qui nous précède à destination des structures de l'ESS. Donc, on est ravis de pouvoir avoir ce temps commun sur le sujet. Petit détail technique, ce webinaire est enregistré au moment où je vous parle pour pouvoir diffuser cette information plus largement. Et pas d'inquiétude, l'ensemble des ressources et notamment le diaporama qui vous est projeté vous sera envoyé si vous avez, si vous vous êtes inscrit à ce webinaire et si vous l'avez reçu par mail. On aura aussi pendant ce webinaire des temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos interrogations sur les éléments qui vous seront présentés. On souhaiterait pouvoir privilégier le petit module questions-réponses pour ce faire, car c'est plus facile techniquement de modérer le chat ayant l'ensemble des questions à la file. Donc, pour qu'on puisse au mieux traiter l'ensemble des questions, ça nous serait plus utile. Voilà. En termes de déroulé de programme, assez simplement, il va se décliner en deux temps. On aura un temps de panorama et de cartographie de l'offre d'accompagnement actuelle avec trois focales sur les différents dispositifs portés par nos organisations. On aura ensuite un temps de témoignage pour à la fois incarner comment les choses se déroulent sur les territoires, mais aussi incarner les coopérations entre nos différents réseaux, parce que en tout cas, l'objectif et l'ambition qu'on a, c'est dans ce contexte de pouvoir au mieux coopérer, s'articuler au service du secteur associatif et de l'ESS. Et enfin, entre ces temps-là, n'hésitez pas à nous poser l'ensemble des questions que vous souhaitez vous poser. On aura des temps dédiés sur le sujet. Voilà. Ceci étant dit, vous avez le menu. Ça tombe bien, on est à l'heure du déjeuner. Je vais laisser en temps de parole introductif la parole à Michael Huette, délégué général du mouvement associatif, Cécile Leclerc, directrice générale de la VISE, puis à Caroline Creton, qui est responsable adjointe du développement territorial à l'UDES. J'ai dit, bon, oh là là, on n'avait pas vérifié avant, donc j'étais un peu sous pression pour nous dire en quelques mots en quoi nos différentes organisations se sont mobilisées sur ce sujet et des éléments de contexte. Michael, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Marion et merci surtout à vous d'être aussi nombreux cet après-midi, enfin au début d'après-midi. Ça montre vraiment l'intérêt collectif du secteur associatif concernant ce sujet. Le mouvement associatif se mobilise, donc le mouvement associatif est tout d'abord la structure représentative des associations en France. On est organisé à travers des adhérents nationaux, mais également des mouvements associatifs régionaux dans chaque région. Et puis, notre enjeu est de représenter la vie associative et d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics en tant que tête de réseau des associations. Et donc, on ne pouvait pas, à travers différentes enquêtes, on a bien, enfin, voilà, et puis nos ancrages territoriaux ont montré également que le secteur associatif est en grande souffrance depuis quelques années, quelques mois, surtout quelques mois. On a mené différentes enquêtes sur cette souffrance et cette fragilité financière. Elle se traduit à travers la trésorerie, mais également les fonds propres des associations, avec une grande difficulté à reconstituer des fonds propres et puis avec des trésoreries particulièrement tendues. On estime que 90 000 emplois sont en jeu dans les mois qui viennent pour le secteur associatif. Et donc, il était important pour nous de réagir, de pouvoir mettre en place, en concertation avec les autres acteurs de l'accompagnement, des dispositifs, un dispositif d'accompagnement notamment, mais en lien bien sûr avec tous les autres dispositifs d'accompagnement qui existent pour avoir un chaînage particulièrement repérable par les acteurs et par les associations eux-mêmes, qui puissent repérer à quel moment ils peuvent activer quel dispositif d'accompagnement
en fonction de leurs problèmes. Et donc, c'est totalement l'objet de ce webinaire cet après-midi qui doit nous permettre et vous permettre d'appréhender ces différents dispositifs d'accompagnement et pour nous, de montrer vraiment la complémentarité entre nos différents dispositifs. Et c'est vraiment l'objectif de ce temps, de ce webinaire de cet après-midi. Donc, merci à vous d'être aussi nombreux. Et je laisse effectivement la parole À Cécile. à Cécile. Hein, c'est dans ce sens-là. À Cécile, hein, tout à fait. Merci Mickaël et bonjour à chacun d'entre vous. Donc je suis la directrice générale de l'Avise et l'Avise, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une association qui a une mission d'agence d'ingénierie pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale au niveau national. Et aujourd'hui, concrètement, face à vous, on a deux entrées. D'une part, notre mission d'outillage et donc de centre de ressources des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour vous dire que dans ce cadre-là, on s'est bien sûr mobilisé et on a développé une rubrique dédiée aux questions de difficultés dans lesquelles vous, bien sûr, vous verrez les dispositifs qu'on va présenter aujourd'hui, mais également des dispositifs de droit commun qui sont accessibles à l'économie sociale et solidaire. Sur ce site, vous trouverez aussi des rubriques qui sont pas directement dédiées à la crise, mais qui en revanche sont des sujets qui peuvent apporter des solutions. On produit des choses sur les coopérations, sur les mutualisations, on produit des choses sur les modèles économiques. Enfin, encore une fois, on produit des cartographies des acteurs du financement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter d'Avis.org si vous voulez suivre régulièrement les outils qui sont proposés, ceux on fait nous ou ceux que peuvent faire nos partenaires dédiés à la question. Et deuxièmement, on est également l'opérateur national du dispositif local d'accompagnement de l'ESS, donc le DLA. Et donc aujourd'hui, parmi le panorama des dispositifs d'accompagnement, mes collègues présenteront en effet comment le DLA, qui n'est pas un dispositif dédié à la difficulté spécifiquement, mais comment du coup, parmi les 6000 structures accompagnées chaque année gratuitement par le DLA, comment ils s'organisent pour faire face aux structures qui ont des enjeux de prévention, de difficulté ou de rebond après la difficulté. Voilà, et moi je passe la parole en rebond à Caroline Créton de l'UDES. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'excuse en premier lieu Hugues Polastro, qui est le directeur général de l'UDES et qui ne pouvait malheureusement pas être présent avec nous aujourd'hui. Alors l'UDES, pour aller rapidement, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est assez simple, nous sommes l'organisation patronale de l'ESS. Donc on porte la voix des employeurs de l'ESS et nous, ce qu'on revendique en termes de philosophie de valeur, c'est vraiment un patronat singulier, un patronat engagé qui se veut incarner les valeurs de l'ESS au mieux. Ce qu'on dit souvent à l'UDES pour décrire un petit peu ce qu'on est et notre identité, c'est être employeur nous oblige, être employeur de l'ESS nous engage. C'est-à-dire être employeur de l'ESS nous oblige dans le sens où nous avons les mêmes obligations légales que tout employeur de droit privé, puisque nous sommes des employeurs du privé. Mais être employeur de l'ESS nous engage parce que nous portons dans notre ADN des valeurs fortes de gouvernance démocratique, de lucrativité limitée, d'utilité sociale et qu'on se doit de les incarner au mieux au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que c'est que l'UDES, donc l'organisation patronale. Et nous, en effet, comme l'ont très bien dit les collègues et notamment Mickaël, on alerte régulièrement sur la conjoncture actuelle, sur l'impact des lois de finances 2025-2026, l'augmentation des défaillances, le recul de l'emploi. Donc la période, elle est très compliquée. On demande aux employeurs de faire plus avec moins. Et donc, en réaction à ça, on a vraiment voulu être dans une logique de solidarité avec l'ensemble du réseau et puis d'apporter aussi notre pierre en apportant un soutien concret aux employeurs de l'ESS. Et on a appuyé l'essaimage d'une initiative qui a été lancée en Hauts-de-France par des employeurs de l'ESS engagés au sein de l'UDES, qui est du dispositif SOS Employeur ESS qu'on présentera tout à l'heure. Donc voilà, on est ravis d'être ici. Merci beaucoup. Et puis je repasse la parole du coup à Marion. Merci beaucoup pour ces mots introductifs. Donc maintenant que vous avez le décor qui est planté, on va rentrer par le menu et je vais laisser Maëlle nous présenter la session qui suit avec un panorama un peu global, enfin pas un peu, global, des questions, des solutions et des dispositifs sur l'accompagnement de la difficulté et puis ensuite des présentations un peu plus précises de ces différentes actions. Merci Maëlle. Merci Marion.
Effectivement, avant de rentrer dans la présentation de chacun des 3 dispositifs que vous voyez, s'afficher à l'écran, je vais mettre ma casquette, avise, je vais vous présenter un extrait d'une cartographie qu'on a réalisée, qui est à paraître, à la fin du mois, qui compare un peu les dispositifs d'accompagnement. Enfin, l'objectif, en fait, c'est de vous aider à vous y repérer, parmi les dispositifs et là, je vais vous présenter juste une extraction avec un focus sur les 3 dispositifs que vous voyez, à l'écran. Hop. Alors tout d'abord, ça s'affiche pour vous, c'est bon, parfait. Tout d'abord, première question, que vous pouvez peut-être vous poser, c'est qui est présent? Quel programme d'accompagnement est présent, sur mon territoire? Donc vous avez une première vision avec une cartographie, du territoire et quels dispositifs sont présents. L'ensemble des dispositifs qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des dispositifs qu'on qualifie, de programmes d'accompagnement nationaux dans le sens où ils ont, un déploiement à l'échelle du territoire. Pour autant, ils accompagnent localement, donc vous avez des antennes qui sont soit régionales, soit départementales en fonction des dispositifs, voilà, pour les contacts. Donc ça, vous retrouverez un premier élément, c'est la carte de France. Ensuite, si je continue, vous avez, une petite, frise. Alors, la deuxième question, qu'on peut se poser, c'est la question de, qui intervient? Sur quel niveau de difficulté? À la VIS, on différencie 4 niveaux de difficulté. C'est un choix de représentation. Le premier, comme Cécile le disait, qui est la question de la prévention, comment j'anticipe et je préviens les difficultés. Deuxième niveau, comment je fais face aux difficultés qui sont là. Ensuite vient la question de la gestion de la crise, des situations de crise et dans un quatrième temps, la question du rebond. Et donc la proposition là de représentation qui vous est faite, c'est de pouvoir dire, selon la situation dans laquelle je suis, quel est le dispositif qui peut, potentiellement, m'accompagner. Vous avez une petite zone que je vais commenter, la zone de coopération territoriale renforcée qui intervient, sur la difficulté et la gestion de crise. C'est simplement pour symboliser que, cette zone de coopération territoriale, c'est pour dire qu'il y a une adaptation au contexte local, en fonction de l'existence et aussi de la capacité à faire des dispositifs présents. Vous l'avez vu sur la première cartographie, l'ensemble des programmes qu'on vous présente ne sont pas forcément implantés de la même manière sur tous les territoires. Et puis vous avez évidemment d'autres points d'appui qui sont mentionnés, les crèches, les têtes de réseau, les points guides-asso, les points d'appui à la vie associative, qui sont aussi importants pour l'information. Dernière slide, sur cette cartographie. Une troisième question finalement, c'est quelles sont les différences entre les différents programmes d'accompagnement qu'on vous présente? Et là, du coup, c'est une proposition de synthèse comparative, en gros, sur les admissions, les conditions d'admission, donc quels critères d'éligibilité, quels statuts sont éligibles, quels sont les territoires concernés, et ensuite sur les modalités, d'accompagnement, les principales modalités d'accompagnement, que proposent ces dispositifs. Voilà, comme je vous disais, c'est juste une extraction là sur les 3 dispositifs qu'on vous présente dans le cadre de ce webinaire et la cartographie plus complète est à paraître, pour la fin du mois. Merci beaucoup Maëlle pour la présentation du panorama donc de ces 3 principaux dispositifs, mais qui est en effet une version plus complète qui sort dans les prochains jours et qui du coup sera disponible vraiment, enfin, notamment sur le site de l'AVIS, mais sur tous les autres sites de ses partenaires. Ce qu'on voulait vous proposer dans un second temps, c'est d'avoir du coup une présentation un peu plus détaillée des 3 principaux dispositifs que Maëlle a cités et dont on a des représentants aujourd'hui. Donc on commencera par Maëlle qui du coup changera de casquette et pourra parler de ce que fait le DLA sur le sujet de l'accompagnement à structures en difficulté. Et puis après on aura une présentation du coup de Prévasso par Fanny Lenné et de SOS Employeur ESS par Caroline Créton. Maëlle, je te renvoie la parole avec ton autre casquette du coup. Oui, merci Louise. Alors, pour vous parler en quelques mots du dispositif local d'accompagnement. Déjà, le DLA, c'est quoi? C'est un dispositif qui est créé en 2002. C'est le premier dispositif public d'accompagnement des structures de l'ESS qui a plus de 20 ans d'existence maintenant, qui est un dispositif qui a été initié par l'État et la Banque des territoires et rejoint ensuite dans la gouvernance par notamment Mouvement associatif, les régions de France, ESS France, et puis qui est opéré au niveau national par la VIS, d'où ma présence aujourd'hui pour vous parler un peu plus du DLA.
Donc la question de l'éligibilité, le DLA, c'est pour quelle structure? Sont éligibles en fait toutes les structures qui relèvent de l'ESS par leur nature juridique, donc les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, mais aussi les entreprises commerciales qui sont agréées ESUS. Et ça s'adresse aux entreprises, aux structures de l'ESS qui sont employeuses ou primo-employeuses, quel que soit le secteur d'activité. On a une bonne représentativité en termes d'accompagnement des associations, notamment de tous les secteurs, notamment beaucoup sur les questions de solidarité, d'accompagnement social, de santé, mais aussi de la culture, du sport, d'écotourisme. Voilà. On a aussi beaucoup de structures de l'insertion par l'activité économique qui sont accompagnées dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Ça, c'est pour les questions d'éligibilité. Ensuite, pour quel type de problématique le DLA peut-il accompagner? Déjà, pour vous dire en préambule, l'accompagnement DLA, c'est un accompagnement qui est sur mesure et du coup, la thématique dépend bien sûr de vos besoins d'accompagnement prioritaire. L'objectif, c'est de pouvoir porter un regard extérieur sur la situation de votre structure à un moment donné et d'aider à prioriser justement les besoins d'accompagnement prioritaires avec l'objectif toujours de pouvoir améliorer ou consolider soit des problématiques internes, mais aussi des problématiques en lien avec la relation avec l'écosystème et notamment avec les partenaires. Ça se traduit par des accompagnements sur plein de thématiques différentes. On vous en a mis quelques-unes en exemple, les principales, mais il y en a d'autres sur le slide. La question du renforcement du modèle économique, l'amélioration de sa stratégie, la consolidation des emplois, revoir la gouvernance, revoir son organisation interne et aussi, bien sûr, développer ses partenariats. Et pour vous dire, les principaux leviers de transformation que peut porter un accompagnement DLA, qui sont issus du coup d'une mesure de performance qu'on fait tous les 3 ans au sein du dispositif. Il y en a 4 grands qu'on vous met ici. La question de la capacité à pouvoir renforcer sa vision stratégique sur du moyen long terme, mais aussi l'amélioration de la santé économique et financière. Ça peut être aussi un objectif de pérenniser, voire de créer des emplois. Et puis, très souvent dans les accompagnements DLA, on a aussi un volet sur les partenariats, donc comment on peut renforcer ses alliances avec des partenaires opérationnels et toute autre forme de coopération avec l'écosystème. Je vais passer ensuite très rapidement sur la question des modalités d'intervention du DLA dans le contexte de difficultés. Sur l'accompagnement des difficultés, le comité stratégique du dispositif local d'accompagnement, donc composé notamment de l'État, Banque des territoires, Mouvement associatif Région de France et ESS France, j'espère que j'oublie personne, a validé la mobilisation du dispositif sur ces 4 grands niveaux de difficulté que vous voyez à l'écran. Encore une fois, c'est toujours adapté au contexte local en fonction de l'existence d'autres dispositifs d'accompagnement vers lesquels le DLA peut aussi réorienter. Donc, sur l'anticipation des difficultés, il y a un volet prévention avec notamment des actions de sensibilisation qui sont proposées aux structures sur les territoires. Sur le volet plutôt réaction face aux difficultés, c'est notamment l'accompagnement à qualifier le niveau d'urgence et le temps qu'on a disponible devant nous pour gérer la situation et surtout, ensuite, l'accompagnement à identifier les causes structurelles de difficultés. Ensuite, sur la question de la crise, l'accompagnement à traverser une crise, et globalement, l'accompagnement DLA, ça peut aussi être un accompagnement tactique pour sortir rapidement de la tête de l'eau. Et enfin, sur la question du rebond, le DLA accompagne aussi notamment, toujours avec ce volet stratégie, à la restructuration du modèle socio-économique, à la réorganisation de l'activité pour les structures qui ont traversé une période de crise et qui ont besoin de se réinventer, de se relancer. Hop. J'enchaîne très rapidement sur le parcours type DLA mode d'emploi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5 grandes étapes. Un rendez-vous d'accueil sur sollicitation, c'est toujours une démarche volontaire de la part de la structure de vouloir suivre un accompagnement DLA. Il y a un diagnostic qui est partagé. L'idée, c'est prendre du recul sur la situation, vos besoins, les priorités et mobiliser le collectif autour des enjeux prioritaires. Ensuite, il y a la construction du parcours. L'idée, là, la question qui se pose, c'est quelles sont les bonnes modalités et quelles sont les bonnes expertises à mobiliser pour répondre aux besoins prioritaires que vous aurez identifiés pendant le diagnostic partagé. Il y a souvent pendant cette étape une mobilisation de prestataires
spécialisés externes qui sont spécialisés sur la problématique, voire sur votre secteur d'activité. Mais ça peut aussi intégrer des préconisations de formation à suivre, de temps de travail à mener avec les partenaires. Voilà, c'est ça tout le parcours d'accompagnement. Ensuite, il y a le temps de mise en œuvre du parcours. Et enfin, un temps de suivi. L'idée, c'est de suivre dans le temps l'effet levier de l'accompagnement, voir comment ça a pu impacter votre activité et surtout comment la structure, enfin comment vous vous êtes emparé des préconisations et des travaux que vous avez menés dans le cadre de l'accompagnement. Et je finirai par un petit point pratico-pratique sur comment trouver les coordonnées des interlocuteurs DLA. Vous avez un site infodla.fr dans lequel vous avez les points de contact par département et par région de chacun des interlocuteurs qui portent le dispositif parce que effectivement, petite spécificité, le DLA, c'est le nom du dispositif d'accompagnement. Sur les territoires, en fonction du territoire sur lequel vous êtes, vous n'avez pas forcément la même structure qui porte le dispositif. Voilà tout le panorama des structures qui portent le dispositif au niveau des départements et des régions. Mais donc, toutes les infos sur le site infodla.fr pour vous y retrouver. Voilà pour moi. Et je vais donc passer la parole à Fanny pour vous parler de Prévasso. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc en effet, on va vous présenter Prévasso et son déploiement sur 2026. Donc Prévasso, c'est un dispositif d'accompagnement pardon, et de prévention de la difficulté et surtout des situations de crise dans les associations. C'est un projet qui a été initié par le mouvement associatif en Occitanie, pardon, depuis 4 ans. Et l'objectif cette année, c'est de le déployer sur 7 nouvelles régions et également d'expérimenter sur l'accompagnement des structures nationales. Donc, on peut constater que sur les premières années, une soixantaine d'associations ont été accompagnées chaque année en Occitanie avec un taux de consolidation des emplois d'environ 90% en moyenne. Donc, Prévasso accompagner les associations en situation de crise. Ça concerne toute association employeuse qui voit sa viabilité menacée à court terme, hein. Souvent, c'est l'entrée, bien sûr, rupture de trésorerie, mais voilà, qui sont souvent concomitantes d'un certain nombre d'autres difficultés. Et l'objectif de cet accompagnement, c'est en effet de maintenir le projet associatif des associations qui nous sollicitent et de sauvegarder autant que faire se peut les emplois. Donc, on travaille bien sûr sur chaque territoire avec les acteurs de l'accompagnement, que ce soit en orientation hein, des associations qu'elles rencontrent ou ensuite de parcours, voire, on le verra sans doute dans les témoignages, des accompagnements conjoints selon les besoins des associations. Et le travail que l'on fait avec les associations, c'est bien sûr de pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs sur les territoires qui peuvent en effet contribuer, en tout cas, à ce que les associations puissent sortir de leur période et leur situation de crise. Alors, pour préciser un petit peu à quel moment il est pertinent de mobiliser Prévasso dans la vie d'une association, c'est bien sûr la question de la trésorerie et surtout de situations de trésorerie qui vont d'un risque de rupture de trésorerie à, on va dire, à 3 mois sans que de solutions bancaires ou autres puissent couvrir cette période jusqu'au risque de cessation de paiement
En deçà, on est plutôt sur des risques maîtrisés sur lesquels, en effet, on a le temps de travailler, peut-être de faire appel à d'autres solutions d'accompagnement. De la même manière, la difficulté, ça va être vraiment le cœur du début de l'accompagnement de Prévasso, c'est d'arriver à évaluer les difficultés et à les qualifier avec les associations. Donc, on va être euh, en effet sur la question, bien sûr, du déficit, hein, du compte de résultat. Et puis sur la question du passif et des dettes exigibles. Et là, comme pour la trésorerie, hein, selon où on se positionne dans ces difficultés, Prévasso va être pertinent ou va plutôt réorienter vers d'autres solutions d'accompagnement. Et donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, comment Prévasso accompagne les associations qui les sollicitent. Donc déjà, l'accompagnement est réalisé par un chargé de mission, Prévasso, hein, de l'association régionale du territoire de l'association qui sollicite. C'est un accompagnement personnalisé, hein, c'est-à-dire que selon la situation de l'association et selon en effet les objectifs de sortie de crise qu'elle se fixe, on ne va pas forcément l'accompagner sur les mêmes sujets et selon aussi ses propres ressources hein, de changement qu'elle va savoir mobiliser sans nous. Donc, on est sur un accompagnement qui peut durer quelques heures parce que rapidement, sur un ou deux rendez-vous, l'association va réussir à se projeter et à se fixer des objectifs de sortie de crise sur lesquels finalement elle va savoir avancer seule. Et puis, on peut aussi accompagner une structure plus longtemps, de 3 à 6 mois, sur une dizaine de rendez-vous, parce qu'en effet, elle aura besoin d'être accompagnée sur davantage de sujets. Donc, on accueille très rapidement l'association qui nous sollicite, hein, sous 5 jours. Je veux bien, je crois que c'est... Merci, Marion, que tu reviennes. On la recontacte très rapidement, hein, sous 5 jours. On va peut-être la réorienter dès le départ en évaluant rapidement sa situation au téléphone sur un autre interlocuteur. Et puis, on va fixer avec elle un rendez-vous d'accueil sur la base de ses documents comptables, de son budget prévisionnel, de son plan de trésorerie, en tout cas de ce dont elle dispose au moment où elle nous contacte, si elle nous contacte, c'est qu'elle a de son côté analysé qu'elle avait des difficultés. Et lors de ce premier rendez-vous, on va objectiver avec elle sa situation pour que et la gouvernance et les salariés puissent en effet partager une vision de cette situation et donc se fixer des objectifs de sortie de crise. C'est un gros travail parce que quand on est en effet dans une situation de crise urgente, on a deux grands ennemis, la panique et le déni, et parfois au sein d'une gouvernance, au sein d'une équipe salariée, eh bien, on est à la fois en panique et à la fois dans le déni, et réussir à se projeter sur où on veut aller et comment on va y parvenir, construire une histoire hein, qu'on va savoir raconter à ses partenaires bancaires ou à ses partenaires sur le territoire pour qu'ils viennent accompagner cette sortie de crise. Ça peut prendre un petit peu de temps. Cette fois-ci, on peut passer à la slide suivante du comment ça marche. D'abord, il faut que l'association sollicite Prévasso. Hein, ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que elle ait le souhait d'être accompagnée par Prévasso sur sa situation.
qu'on ait réussi à objectiver cette situation de crise avec elle, hein, c'est-à-dire que on partage avec elle et l'ensemble des parties prenantes internes, euh, voilà, on objectivé cette situation de crise, que l'on sache mobiliser en effet à la fois la gouvernance et les salariés, souvent un directeur, directrice, une coordinatrice, dans le processus d'accompagnement, puisque comme notre entrée, c'est vraiment de maintenir le projet associatif et les emplois, on peut pas le faire sans la gouvernance, hein, même si on a une approche, bien sûr, financière pour démarrer l'accompagnement, on sait que c'est la mobilisation de ces ressources internes qui vont permettre de sortir de cette crise, de réussir à formuler ensemble des objectifs de sortie de crise. Voilà, que on aille bien sûr au-delà de la situation qui, euh, qui fait que l'association fait appel à nous. Bien sûr, si on ne sait plus payer les salaires, on va se fixer comme objectif de trouver des lignes de trésorerie, mais il faut en effet qu'on arrive à construire avec elle un autre chemin, qu'on puisse aussi communiquer à ceux qui peuvent nous aider à sortir de cette crise. Et que, en effet, l'objet soit bien de préserver le projet associatif et les emplois qui sont liés à ce projet. Et puis qu'on arrive à valoriser avec l'association toutes les ressources du changement qu'elles peuvent mobiliser, parce que souvent dans ces périodes de crise, on n'arrive plus à voir que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on porte ce projet, qu'il est utile au territoire. Ce qu'on voit, c'est que rien ne va plus, alors que c'est une période de creux. C'est la vie des associations et qu'on a des ressources très fortes en interne pour sortir de cette situation, et que bien sûr, les besoins en accompagnement sont formulés hein, par l'association et correspondent à la capacité d'intervention de Prévasso, puisque en effet, Prévasso ne va pas venir financer l'association ou n'est pas un conseil juridique ou un expert comptable. On peut éclairer les situations, éclairer sur les dispositifs, la responsabilité des dirigeants, les procédures collectives. Mais en effet, on ne peut pas tout. Voilà. Et puis vous aurez comme ça dans la diffusion de la présentation tous les contacts en région. Et c'est fini pour moi. J'espère que j'ai tenu mon temps. C'était parfait, merci beaucoup. Eh bien, donc, je reprends la suite. Donc, toujours Caroline, toujours de l'UDES. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui un peu plus en détail le dispositif SOS Employeur ESS, en commençant par vous raconter en fait son histoire. Rassurez-vous, ce sera très rapide. Mais SOS Employeur ESS, en fait, est un dispositif qui est né des suites du Covid-19. Donc, ce sont des employeurs engagés au sein de l'UDES, présents dans les Hauts-de-France, qui, lors d'une réunion UDES, se sont dit à un moment, mais en fait, là, pendant le Covid, on était tous seuls. On avait des consignes différentes chaque semaine. C'était très compliqué à gérer. On était isolés. C'est très dur. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire? Il manque quelque chose. Il faut qu'on puisse avoir un espace pour se soutenir entre pairs, pour assurer la survie des structures, des services qu'on fournit sur le territoire, et puis au cas où les structures ne passent pas la période, qu'on puisse s'assurer que le capital des structures de l'ESS reste dans l'ESS et ne soit pas repris par le lucratif. Ouais, donc ça, c'est un peu l'origine en fait de SOS Employeur ESS, donc des suites du Covid-19 en Hauts-de-France. Et puis, comme je le disais en intro, avec le contexte actuel, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur le déploiement de ce dispositif qui est aujourd'hui présent sur presque l'ensemble du territoire. Donc concrètement, SOS Employeur ESS, qu'est-ce que c'est? C'est donc un dispositif d'appui. On est vraiment là sur du pair à pair. Donc, vous n'êtes pas en face d'un chargé de projet, d'un technique, c'est pas moi qui fais l'accompagnement, ce sont vraiment des employeurs du réseau de votre région. Donc, on est sur de l'écoute entre pairs, ou au moins c'est de l'écoute active. Disons que la personne qui est en face de vous, qui est au bout du fil ou de l'autre côté de l'écran, elle est peut-être passée par là aussi, etc. Donc voilà, donc on est sur une écoute
bénévoles. Nous, les employeurs mobilisés dans le réseau le font à titre bénévole, voilà, en plus de leur temps de travail. Bienveillant et strictement confidentiel. Ça, c'est très important pour nous. La notion de confidentialité, on sait que c'est parfois enfin, c'est déjà difficile de reconnaître qu'on est en difficulté. C'est peut-être encore plus difficile d'en parler parce qu'avec tout ce que ça peut impliquer vis-à-vis des partenaires de son équipe, etc. Donc, on insiste vraiment sur la confidentialité. Euh, donc, des conseils de pair à pair, donc d'employeur à employeur. Euh, on contribue à qualifier les difficultés. Parfois, la personne vient nous voir pour un problème de trésor et puis en fait, on se rend compte que ben, derrière, il y a aussi peut-être des problématiques de gouvernance, de modèle éco, etc., etc. De l'orientation vers les dispositifs existants les plus appropriés. Et en tout cas, ce qu'on veut pouvoir porter, c'est une réponse qui se veuille la plus rapide possible, sans formalité et flexible. Voilà. Pour la slide d'après, on est vraiment sur le qui peut bénéficier de cet accompagnement, tout employeur de l'ESS. Voilà, tout employeur de l'ESS, sans condition, de difficulté, de nombre d'emplois, de secteur, etc. Tout employeur de l'ESS qui souhaite être épaulé face à des difficultés, quel que soit le niveau, qu'on soit dans de la prévention, qu'on soit... Il y avait une question tout à l'heure sur rebondir et le fait de dire parfois on veut juste ou on doit juste jeter l'éponge en fait. Euh, Là aussi, vous pouvez contacter SOS Employeur ESS parce que, comme je le disais, il y a aussi un enjeu à ce que ce qui est dans l'ESS reste dans l'ESS. Ça, je pense que c'est important. On voit des structures qui se font, voilà, qui peuvent se faire racheter par des structures lucratives. C'est dommage. On peut aussi garder, voilà, nous, dans l'économie sociale et solidaire, ce qui appartient à chacun. Donc, tout employeur, vous aurez aussi bien sûr les contacts. Nous sommes présents à ce jour dans 11 régions, y compris dans les Outre-mer, dans les Antilles et à La Réunion. Et nous serons présents dans 12 régions d'ici 10 jours. Voilà, en tout cas, l'objectif, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire à la fin de l'année. Comment se déroule l'accompagnement très concrètement? Donc, étape 1, on fait sa demande. Alors là, vous avez un mail, c'est le mail classique pour toutes les régions, c'est sosemployeur.grandest, HDF, CVL, les initiales. Voilà, si votre région a un nom trop long, ce sera ces initiales. Si votre région a un nom court, comme la Bretagne, ce sera écrit la Bretagne. Derrière, c'est un chargé de projet qui prend connaissance de la demande et qui sollicite les membres du dispositif les plus appropriés. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'on a quelqu'un qui est de votre branche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être de votre territoire. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir un rendez-vous assez rapide. On est sur, entre le moment où vous faites la demande et le moment du rendez-vous, on espère, en tout cas, on vise quelques jours. Voilà. Vous aurez un rendez-vous avec un ou deux pairs. Et puis ensuite, on désigne un référent et on voit comment ça se passe. Peut-être que vous n'aurez besoin que d'un rendez-vous, peut-être que vous aurez besoin qu'on se voit plusieurs fois. Là, après, c'est vraiment, comme je le disais, flexible, sans formalité. Voilà, alors, le premier rendez-vous, on est sur de l'écoute, de la qualification des difficultés. On va apporter des conseils. Alors, les conseils, attention, voilà, on n'est pas sur du conseil juridique, on n'est pas sur de l'audit, vraiment sur du pair à pair, d'employeur à employeur. Quelle est l'expertise des membres en face? Quelle expérience ils ont vécu? Comment on peut réfléchir ensemble peut-être à la gestion des ressources humaines, à la stratégie, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, donc de l'orientation, bien sûr, mais ça peut être aussi de la mise en réseau. Vous avez là désormais accès à un réseau d'employeurs. Donc, c'est est-ce que je vous mets en lien avec un employeur qui fait plus ou moins la même chose pour réfléchir à de la mutualisation de fonctions support, ou est-ce que c'est je vous mets en réseau avec tel ou tel interlocuteur direct parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider et avoir un déclic dans votre situation. Voilà. Ensuite, je voulais faire, voilà, en dernière slide, un petit zoom sur la facilitation. Avec SOS Employeur ESS, on a deux partenariats, enfin voilà, entre autres en tout cas, un lien privilégié avec les URSSAF, où là, on se positionne vraiment pour vous en tiers de confiance. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir un temps d'échange avec un URSSAF pour faire une demande d'étalement ou enfin voilà, remise de majoration, etc. Enfin bref, si vous avez une demande avec l'URSSAF,
nous avons des liens privilégiés. Donc, on peut là se positionner en tant que tiers de confiance pour faciliter la prise de contact. De même, nous avons un partenariat avec les professionnels des procédures collectives. Donc là, je parle des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires. Donc via SOS Employeur ESS, vous pouvez aussi bénéficier d'entretiens flash non engageants avec des administrateurs judiciaires. En quelques jours, vous avez un administrateur judiciaire qui passe 1 heure et demie avec vous et qui regarde un petit peu la structuration de vos dettes, etc. et qu'est-ce qui peut être fait. Voilà. Donc ça me semblait aussi intéressant. Vous n'avez pas besoin de passer 3 heures au téléphone avec nous avant. Si c'est ça dont vous avez besoin, vous nous appelez et on y va tout de suite, quoi. Voilà. Voilà, donc en résumé, SOS Employeur ESS, c'est une rencontre entre employeurs. Voilà, c'est un sas de décompression. On peut partager ses difficultés, échanger sur les stratégies possibles pour sortir de la crise en échangeant avec des pairs qui mobilisent leur expérience, leur expertise, pardon, et le réseau. Voilà pour SOS Employeur ESS. Et Merci du coup, je laisse la... beaucoup, Ouais. Caroline. Ouais, super. Désolée, je viens d'entendre écrire une dernière question dans le chat. Merci beaucoup toutes les trois pour ces présentations. On a 5 minutes pour des questions qu'on a pu. Alors, on a répondu à un certain nombre avec Marion directement, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes à traiter, je pense, par oral. Ce que je propose, c'est d'en présenter trois d'un coup et peut-être après de faire un petit tour, comme ça chacun peut y répondre. On a des questions qui sont un peu globales sur les trois dispositifs, et puis on a quelques questions un peu plus précises sur Prévasso, donc sur les questions de façon globale pour les trois dispositifs. Il y a pas mal de questions sur les déploiements géographiques. Donc peut-être Maëlle, ça pourrait être pas mal si tu peux reprojeter la carto de qui est présent dans quelle région. Et après, comme l'a dit Marion, alors le DLA est présent pour le coup dans toutes les régions, sur Prévasso et SOS Employeur de l'ESS. C'est des dispositifs qui se déploient progressivement sur l'ensemble des régions et ça dépend également des moyens, mais je vous laisserai compléter de qui sont mobilisés. Mais du coup, peut-être il y avait une question qui était liée, qui était comment sont financés ces trois dispositifs? Et il y a une question qui paye quoi? Je pense que la question c'est est-ce que le bénéficiaire paye quelque chose? J'imagine que c'est ça la question sous-jacente. Et il y avait une question également qui était est-ce qu'il existe des solutions aux dispositifs pour des associations qui œuvrent à l'échelle nationale et qui ne sont pas forcément territorialisées? Quelle est la réponse qui peut y être apportée? Et les deux questions un peu plus précises sur Prévasso, c'était quel est le profil des intervenants Prévasso? Donc là, peut-être que sinon Benjamin qui pourra y répondre tout à l'heure. Et si le dispositif Prévasso n'est pas présent sur notre territoire, est-ce que c'est possible de le mobiliser ou pas via un niveau national? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux commencer éventuellement. En tout cas, nous, que quel que soit le périmètre, le fait qu'on soit présent partout, j'ai envie de dire, vous pouvez choisir votre région, vous pouvez choisir en fonction du siège, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'une territorialisation particulière pour contacter SOS Employeur ESS. Et peut-être sur les Peut-être financements, car. ouais. Oui, et sur le... Et Ouais, vas-y, vas-y, Marion. Caroline, et puis après, non, mais parce que j'ai vu une Ouais, question dans l'autre chat, donc qui n'est pas oui. dans le question, et que je voulais t'adresser aussi. Mais vas-y. Sur est-ce que les assos doivent être adhérentes pour nous solliciter? C'est ça, c'est Ouais, ça, c'est ça. c'est Alors, ça. du coup, je réponds à tout. Donc, sur les financements, nous, au niveau de SOS Employeur ESS, les employeurs qu'on mobilise le font à titre bénévole. Donc, on a finalement de l'ingénierie à financer, mais ça, on le fait sur de l'autofinancement à ce jour. Donc, grosso modo, les cotisations de nos membres. Voilà. Est-ce que les assos doivent être adhérentes pour nous solliciter? Pour SOS Employeur ESS, non. J'en profite pour dire qu'il est désormais possible d'adhérer à l'UDES, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais non, il n'est pas nécessaire d'être adhérent à l'UDES pour nous solliciter. Il n'y a aucun souci. J'ai répondu à tout, je pense. Je continue Ouais. pour peut-être pour Prévasso. Donc de la même manière, il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour bénéficier de cet accompagnement qui est gratuit pour les associations, c'est-à-dire financé par ailleurs. Et on est en effet sur une expérimentation qui est financée sur cette première année de déploiement par la Fondation SNCF et la Fondation de France.
Lorsqu'une association nous sollicite, en effet, on peut l'accompagner sur ses financements. Et peut-être en complément, effectivement, on déploie en fonction des moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, on peut regretter le fait de ne pas pouvoir déployer sur tous les territoires, mais en tout cas, on s'y emploie régulièrement. Et donc, par rapport à une question qui était faite, on ne peut pas nationalement répondre à des sollicitations territoriales pour accompagner. Si je donne un exemple, Prévasso n'est pas déployé en Bretagne, donc on n'y répondra pas nationalement, mais l'objectif aussi de ce webinaire aujourd'hui, c'est de montrer que des coopérations sont à l'œuvre euh, nationalement et territorialement aussi pour tâcher de trouver des solutions. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais donner. Et effectivement, sur la question des structures nationales, les associations nationales ou les têtes de réseau, il y a un sujet général sur la question de l'accompagnement de ce type d'acteurs. Euh, Quand on a lancé Prévasso, on avait bien conscience qu'on aurait ce type de sollicitation, donc on a choisi d'y prendre notre part en ayant un accompagnement plutôt à destination des structures nationales qui n'avaient pas forcément le moyen d'embarquer un accompagnement payant, donc des têtes de réseau plutôt de taille modeste. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On prendra le temps d'un rendez-vous téléphonique avec vous, quelle que soit la suite du parcours. Et enfin, je vois qu'il y a Guy Dassault qui est cité dans le chat. Le mouvement associatif est assez impliqué et ça a été indiqué dans la cartographie initiale sur le déploiement et le pilotage du réseau Guy Dassault. Et pour nous, c'est aussi un acteur d'orientation et d'accompagnement majeur sur cette question-là, puisque le but, vous l'aurez compris, il y a une question un peu là-dessus sur est-ce qu'il y a un guichet ou une porte d'entrée pour être orienté sur tel et tel euh, dispositif, on sait d'expérience que ça ne fonctionne pas et que les structures, en fait, elles rentrent par plusieurs portes. Et donc, nous, on fait, mais comme on le fait depuis longtemps, le pari de la coopération, du dialogue et de l'interconnaissance, parce que les réalités de l'offre de l'accompagnement sur les territoires, elles diffèrent. On l'a peut-être pas dit en introduction, mais là, on vous propose un panorama sur l'offre d'accompagnement national, mais il y a aussi au plus près des territoires, sur différents espaces, des offres vraiment très, très locales. Donc, cette porte d'entrée nationale vous permet en tout cas d'identifier ce premier interlocuteur et d'avoir l'accompagnement le plus pertinent. Je finis du coup sur le DLA. Pour reprendre un peu l'ordre des questions, donc il n'y a pas de besoin d'adhésion non plus à aucun réseau pour bénéficier du dispositif. Sur la question des financements, le dispositif a pour financement socle un financement par l'État, un financement par la Banque des territoires. On a aussi un cofinancement, le FSE+, cofinance aussi le dispositif. Et ensuite, en fonction des territoires, on a plusieurs cofinanceurs, que ce soit du côté des collectivités, mais aussi d'autres partenaires du territoire qui viennent renforcer les moyens du dispositif. Et sur la question de l'accompagnement des associations qui sont plutôt d'envergure nationale. Alors, effectivement, le dispositif, j'ai un peu la même réponse que mes collègues, mais c'est plutôt de Prévasso, c'est plutôt une implantation territoriale, donc avec un accompagnement au niveau départemental et ou régional. Les têtes de réseau régionales sont accompagnées aussi par le dispositif. On a aussi quelques programmes à succès sur de l'interrégional, mais on sait aussi potentiellement que c'est un sujet. Certaines structures nationales n'ont pas été accompagnées dans le cadre du DLA. Voilà. J'ai répondu à tout, je crois. Merci beaucoup à tous les trois pour la présentation du dispositif. Caroline, je te laisse la main sur l'animation de cette dernière partie. Merci beaucoup. Alors, donc voilà, suite à la présentation de ces trois dispositifs nationaux,
Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait maintenant laisser la parole en fait à des acteurs de terrain pour illustrer en fait à la fois la coordination qu'il peut y avoir entre les réseaux, les membres dans les régions, mais aussi vous montrer à voir les spécificités des accompagnements et le type d'orientation qu'on peut effectuer. Donc on a 3 personnes avec nous aujourd'hui. Donc Hugo Casimir pour l'UDES en Nouvelle-Aquitaine, Diane Intartaglia pour le DLA Drôme-Ardèche et Benjamin Leroy pour Prévasso en PACA. Alors avant de laisser la parole, c'est vrai que nous, le message clé, et là je rebondis sur ce que disait Marion tout à l'heure, c'est que quelle que soit la porte par laquelle vous entrez, nous, on se coordonne, on se parle et on fait le maximum ensemble pour que vous arriviez le plus rapidement possible au bon interlocuteur, à la personne qui est la plus à même de vous aider. Un des points de rencontre qu'on a, c'est notamment parce qu'il y avait une question aussi avec France Active dans le chat. Nous sommes tous présents dans les cellules de veille régionales de l'ESS et notamment dans la cellule de liaison nationale qui a été à l'origine de la demande d'un guide qui rassemble absolument tous les dispositifs au national et sur toutes les régions. Donc la boussole de l'ESS, on y a tous contribué. Euh, voilà, on est aussi tous donc dans ces cellules de veille régionales qui permettent en fait aussi des coordinations renforcées dans les régions en fonction plus précisément du qui fait quoi. Nous, c'est en tout cas, enfin voilà, elles sont animées par l'État. Elles comprennent aussi les CRES autour de la table, bien entendu. Nous, à l'UDES, c'est vrai qu'on a beaucoup poussé pour qu'elles soient mises en place partout. Je pense notamment en Nouvelle-Aquitaine, où Hugo en parlera après, mais il a fait un gros travail de mobilisation des acteurs à ce sujet. Voilà, donc sans être trop longue, je vais laisser la parole à Diane Interteglia pour commencer. Et puis ensuite, on laissera la parole à Hugo, puis Benjamin. Voilà. Bonjour à tous. Donc je travaille pour Initiative France Active Drôme-Ardèche et nous portons effectivement le DLA dans la Drôme et dans l'Ardèche. On m'a demandé de parler de l'écosystème de l'accompagnement des structures en difficulté économique et financière. Moi, j'ai envie d'en parler du point de vue des structures elles-mêmes. Quand on est un dirigeant d'une association employeuse en Drôme-Ardèche et qu'on a des difficultés, la première chose que l'on va faire, c'est se tourner vers son réseau d'affiliation. Quand on a la chance d'appartenir à un réseau d'affiliation, certains réseaux ont des antennes locales, malheureusement insuffisamment. Il y a quand même assez peu de réseaux qui ont des correspondants à l'échelle des départements. Certains d'entre eux ont commencé à s'outiller de manière importante sur ces difficultés. Je pense à la Fédération des centres sociaux ou aux fédérations des MJC. Donc on se tourne vers son réseau. Après, on va se tourner aussi vers son expert comptable, puisqu'il y a quand même beaucoup d'associations qui ont un expert comptable et qui ont des ressources pour notamment identifier les difficultés. Et puis après, il y a le directeur et son réseau personnel qui peut aussi être d'une certaine utilité. Ça, c'est le premier niveau. Et quand en fait un dirigeant n'a pas de réponse avec ce premier niveau, de réponse face à des difficultés, il va se tourner vers les dispositifs et ressources existantes. Alors, effectivement, on n'a pas Prévasso en Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas jusqu'à présent, mais c'est peut-être un tort de notre part, en tout cas repéré le dispositif SOS employeur. En tout cas, on n'a pas d'interlocuteur sur place avec lequel on aurait pu s'articuler. Et donc, à Initiative, on est relativement bien identifié comme étant une structure dans le cadre du DLA qui peut accompagner les structures sur les difficultés économiques et financières. Et nous avons mis en place une modalité particulière d'accompagnement, qui est une modalité accélérée, qui s'appelle le DLA Flash et qui vise, à partir du moment où on reçoit un coup de téléphone d'un dirigeant en difficulté, à pouvoir lui proposer un diagnostic de la situation dans les 15 jours qui suivent et au plus tard, un mois après, à commencer à travailler. Alors, à travailler à quoi? En fait, le DLA Flash n'intervient que sur les difficultés économiques et financières et que, en fait, sur le court terme. Pourquoi? Parce que, on le sait, hein, les structures meurent de la trésorerie, elles meurent pas d'autre chose. Et donc, notre enjeu, c'est de pouvoir gagner du temps avec le dirigeant pour qu'il puisse avoir le temps de mettre en place un plan de redressement. Et donc, le DLA Flash travaille avec le dirigeant sur la définition d'une stratégie de gestion de la trésorerie. Alors, ça prend des formes très différentes en fonction de la situation, puisqu'on peut accompagner la structure vers une procédure judiciaire. Et dans la procédure
procédure judiciaire, mais aussi trouver d'autres solutions amiables en amont pour pouvoir éviter, notamment pour les structures qui émargent au marché public et pour lesquelles la procédure judiciaire n'est pas vraiment une option. Et tout l'enjeu dans cette phase d'accompagnement DLA Flash est de pouvoir effectivement donner du temps à la structure pour qu'elle puisse après travailler sur son plan de redressement. Alors bien évidemment, on aura nous valider en amont qu'il y a bien une possibilité de redressement. Malheureusement, dans certains cas, au moment de la phase de diagnostic, on se rend compte que cette possibilité de redressement en fait n'existe plus. Heureusement, ça n'arrive pas très souvent. On doit accompagner une dizaine de structures chaque année dans le cadre de cette modalité. Et il y en a à peu près 1 sur 20 pour lesquelles l'histoire se termine par la liquidation. Merci beaucoup, Diane. Alors, je vais laisser la parole à Hugo qui va prendre la suite. On prendra un temps de questions-réponses à la fin pour tous les trois. Mais merci beaucoup. Merci Caroline. Donc moi c'est Hugo Casimir. Je suis chargé de projet en territoire Nouvelle-Aquitaine et Occitanie à l'UDES. Donc je vais un petit peu vous parler de comment on a travaillé justement sur ces deux territoires. Pour revenir juste un tout petit peu à l'origine de nos actions, il y a un peu plus d'1 an, on est parti en fait des difficultés financières des structures de l'ESS, bon avec les difficultés politiques économiques que vous connaissez. On avait beaucoup de témoignages en région, on avait une alerte qui avait été faite au niveau national de l'UDES avec environ 186 000 emplois menacés au sein de l'ESS. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait agir, comment aider les employeurs de l'ESS, et donc on a commencé à rencontrer des acteurs, notamment les acteurs institutionnels. On a commencé par la DRETS Nouvelle-Aquitaine, notamment le pôle 3E, et on a partagé avec eux le constat justement des difficultés des structures. On a partagé ce constat et en fait on est assez vite arrivé à la proposition de créer une cellule de veille avec les acteurs de l'ESS. Donc l'idée c'était de partager le diagnostic déjà qui avait été fait et de voir aussi un petit peu comment l'ensemble des têtes de réseau aussi se positionner et de coordonner les dispositifs existants. C'était vraiment le but de cette cellule de veille pour voir un petit peu quelles sont les solutions, quels sont les financements, les accompagnements. Donc on est entré ensuite dans une phase de concertation avec les acteurs de l'ESS. On a rencontré la CRES, le mouvement associatif, France Active, l'IFED, l'INAE, l'URSSAF, la Banque de France, etc. Donc voilà, on a pris ce temps vraiment de rencontre et ensuite on a un peu expliqué les choses à l'ensemble des acteurs en Nouvelle-Aquitaine et on a réussi à se mettre assez rapidement autour de la table. Et l'idée c'était un petit peu de cartographier les solutions et les acteurs qui étaient mobilisables. Donc la cellule de veille, hein, elle a commencé en septembre dernier. Elle a été donc pilotée notamment par la DRETS, avec l'idée d'avoir une dynamique de travail assez régulière d'une réunion tous les 2 mois pour faire les constats, les solutions et d'essayer aussi de mettre en visibilité entre les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs justement les dispositifs qui pouvaient exister. Nous, en parallèle de cette cellule de veille, justement, on avait travaillé justement sur le dispositif SOS employeur pour le déployer en 2026 avec justement les acteurs que je vous ai évoqués précédemment. Là, on a notamment depuis le mois de janvier, on a rencontré donc l'ISFED, France Active, la CRES, le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, pour coopérer et se dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sans être en étant une plus-value.
Euh, donc on s'est rencontrés et on s'est dit que bah voilà on était complémentaires vraiment les coopérations nous semblaient assez naturelles. C'est vrai qu'il y a un ensemble de dispositifs qui existent et c'est vrai que on est aussi parti du constat qu'il y a parfois un manque de visibilité et de connaissance bah voilà des employeurs de l'ESS. Donc là on a travaillé notamment sur l'organisation d'un webinaire qu'on va organiser ensemble pour le 24 avril, qui va être un webinaire qui va permettre de présenter l'ensemble des dispositifs et justement de voir un petit peu bah voilà quelles sont les complémentarités, quelles sont les compétences de chaque dispositif et à qui s'adresser en fait selon les cas. Donc ça c'est une première action qu'on a envisagée. Mais on s'est dit qu'on s'arrêterait pas là. On va essayer de continuer justement à avoir un groupe de travail un petit peu sur la durée. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une forme de parcours en fait. Nous c'est vrai que le dispositif SOS employeur porté par l'UDES c'est plutôt sur un premier échange, plutôt un diagnostic. Et l'idée c'est vraiment d'écouter et d'orienter. Plutôt ensuite vers notamment les DLA et Prévasso. Donc on a aussi envisagé, c'est encore en réflexion, pourquoi pas travailler sur une communication commune, voilà, avec cette idée de parcours afin de rendre le plus visible possible l'offre d'accompagnement qui existe en Nouvelle-Aquitaine. Pour Occitanie, on a commencé à travailler sur SOS employeur un petit peu. Ah oui, j'ai juste oublié de dire que du coup le dispositif SOS employeur en Nouvelle-Aquitaine donc sera opérationnel à partir d'avril prochain. Parce que voilà, on a pris le temps de justement de rencontrer les acteurs, d'être bien coordonnés avant d'être opérationnel. Si je reviens sur Occitanie, on a fait un petit peu la même démarche. Alors, on n'a pas, il n'y a pas de cellule de veille actuellement en Occitanie, mais l'idée c'était de se concentrer sur SOS employeur. On a peut-être mis un petit peu plus de temps, mais là on a rencontré la CRES, on a rencontré le mouvement associatif, avec notamment sur un travail également de complémentarité. Donc on a travaillé sur un petit document justement pour voir quels étaient un petit peu les échelons d'action de chaque dispositif. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous on est plutôt en amont en fait sur une première phase d'accueil et d'orientation. Donc on s'est dit voilà quelles sont nos compétences, nos périmètres, et ensuite l'idée ça sera dans un second temps aussi de travailler peut-être sur une communication, également peut-être sur une idée de parcours. Ce qu'on s'est dit notamment, ça serait ce qui est important, c'est la répartition des cas, de diagnostiquer, on va dire, la structure et ses problématiques et de pouvoir justement l'orienter vers le bon dispositif, le bon interlocuteur. Est-ce que ça va être un employeur? Est-ce que ça va être un échange de pair à pair qui peut être le plus judicieux ou est-ce que c'est voilà le mouvement associatif ou le DLA? On va également rencontrer France Active qui pilote avec Prévasso le DLA en région Occitanie. On a présenté là le dispositif SOS employeur à la DRETS euh, au chargé de au chargé de mission notamment du pôle ESS, justement toute cette démarche qu'on fait de co-construction, et l'idée c'est de continuer à travailler pour une mise en place, en tout cas, du dispositif au second semestre 2026. Donc voilà, il y a encore un temps de travail qui sera nécessaire avant qu'on soit totalement opérationnel. Donc voilà ce que j'avais à Mais- vous présenter. Merci beaucoup, Hugo, pour cette démonstration d'articulation. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Benjamin pour Prévasso. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, pour répondre à tous ces problèmes d'orientation et tout ça, en PACA, sous l'impulsion notamment de la DRETS, on a créé un parcours, comme quoi c'est le mot-clé, jouons collectif et solidaire. Voilà, tous ensemble, on va dire. Donc, on retrouve effectivement l'UDES, le mouvement associatif avec Prévasso, France Active avec ses solutions à court terme, moyen terme, voire long terme.
et pas mal les acteurs de l'insertion. Nous avons également les DLA qui sont présents. L'idée, c'était effectivement ce côté jouons collectif et solidaire, effectivement, pour essayer de répondre à cet enjeu d'associations ou de structures employeuses qui peuvent être un peu perdues au milieu de tous les dispositifs et que nous, du coup, par notre interconnaissance, on soit en mesure d'orienter au mieux les différentes structures. Et aussi de pouvoir partager entre nous finalement des signaux faibles et différents diagnostics. C'est séparé, on va dire, en trois grandes phases. Il y a effectivement cette phase d'accueil, d'information, d'écoute et d'orientation pour pouvoir accueillir et orienter très rapidement vers les bons dispositifs, ce qui a demandé que nous, on se réunisse tous les 2 mois, effectivement, en amont, pour pouvoir mieux connaître ces articulations très fines qu'il peut y avoir entre les différents dispositifs, connaître les spécificités et quand est-ce que finalement un accompagnement valait mieux qu'il soit porté par un acteur plutôt qu'un autre acteur. Une deuxième partie qui est vraiment sur ceux qui vont pouvoir intervenir dans l'urgence, au moment vraiment là où il faut passer les difficultés. Alors on a bien vu Prévasso, nous on a un dispositif rebond porté par France Active localement qui peut aussi faire du prêt. Et puis aussi, une fois qu'on est sorti de cette phase-là, préparer le changement, préparer les transitions, où là des acteurs comme l'OCORAS, la Fédération des entreprises d'insertion, ou même la CRES PACA, ont des dispositifs qui vont permettre de prendre de la hauteur, des labellisations RSE par exemple, se lancer sur des projets européens par exemple. Nous avons une communication qui est sortie, ça y est, on a réussi à mettre tout ça ensemble et on essaie de communiquer tous ensemble depuis mardi dernier. Donc si vous ne l'avez pas vu dans les réseaux, nous allons booster tout ça. Voilà, ça a permis en tout cas une meilleure connaissance entre les responsables de dispositifs, d'accompagnement et tout ça, de mieux se connaître directement et du coup d'être vraiment dans une plus grande facilité à pouvoir se transférer des dossiers, orienter les uns vers les autres. Et effectivement, dans cette logique de parcours, bah, finalement, ça prend quand même assez bien. Euh, plusieurs exemples, hein. Nous, on peut avoir des associations qui ont été accompagnées dans le cadre d'un DLA, qui peuvent pas être accompagnées tout de suite, qui ont eu des difficultés à mise en œuvre, qui rencontrent des difficultés que nous, on va pouvoir appuyer dans le cadre de Prévasso. Moi, j'ai pu accueillir aussi des associations euh, qui avaient finalement des difficultés passagères de trésorerie, mais pas forcément les bons outils, ou étaient un peu effrayés par un acteur comme France Active et avec qui on a pu travailler des plans de trésorerie, les différents outils et qui leur ont permis du coup d'aller assez rapidement débloquer ces différents fonds et de prêts à court terme. Il m'arrive de recommander pour certains dirigeants en détresse de contacter SOS employeur pour avoir un appui plus spécifique, personnel par rapport à des tensions, des gens qui sont pas loin du burn-out, notamment, ou en tout cas qui sont dans ces risques-là quand il y a pas mal de détresse. C'est quelque chose qui peut m'arriver. Et puis j'ai aussi un DLA dans le Var qui a fait une grande enquête auprès des associations du territoire pour savoir quelles étaient leurs difficultés et qui ont du coup identifié des gens, des structures qui auraient pu avoir besoin de Prévasso et qui ont été renvoyés vers moi. Voilà le type le type d'organisation, en tout cas de fluidité qu'on essaye d'avoir. Euh, et là, j'ai une association qu'on est en train de faire sortir la tête de l'eau et qui, pour se renforcer, va solliciter un DLA pour pouvoir finaliser finalement toute sa stratégie de commercialisation. Donc voilà, on arrive cette connaissance commune pour essayer que, effectivement, par n'importe quelle porte d'entrée, l'association soit accompagnée, n'ait pas à multiplier les entretiens, les interviews auprès de tous les dispositifs en faisant son marché, mais que collectivement, on soit d'accord sur quelle est la meilleure situation. Et s'il y a besoin, et si, comment dire, les associations, je dis association parce que nous n'accueillons que l'association, soient en mesure, comment dire, on se passe des informations pour leur faire gagner du temps. L'idée, c'est aussi de gagner en fluidité parce que bah, dans cette période de crise, les associations n'ont pas non plus 1000 ans, on va dire, pour pouvoir aller dans tous les sens. Merci Voilà beaucoup, rapidement. Benjamin.
C'est gentil, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Est-ce que, Louise, on a quelques questions à prendre ou est-ce qu'on Alors, laisse tout de suite la c'est main à Marion? bah, c'est pour les questions, en Ah fait. bah Dans c'est notre parfait, numéro de voilà. claquette, c'était moi qui faisais le deuxième round. Mais avec l'appui de Louise qui a continué à modérer les questions, on a essayé de faire ça. On a joué collectif sur cet exercice. Benjamin, il y avait une question qui a été posée un peu en amont sur la question du profil des chargés de mission Prévasso. Peut-être en complément avec Fanny, si voilà, Nous comme avons plein de profils différents, finalement, mais nous sommes avant tout des militants associatifs. En tout cas, c'est pour ça qu'on a été recrutés. Pour ma part, moi, je suis plutôt entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire. J'ai plutôt créé des entreprises de l'ESS ou des SCOP et certaines associations. Euh, il y a des spécialistes de l'accompagnement qui ont été des accompagnateurs DLA auparavant. Il y a des gens qui ont travaillé dans des coopératives tous, ou des gens qui ont même travaillé dans le privé avant, mais tous qui arrivent à avoir cette vision globale sur les associations et les structures pour être capable effectivement d'intervenir et d'analyser sur tout ce qui peut faire euh, difficulté ou tout ce qui peut être ressource de changement. Et ça demande effectivement beaucoup de compétences en droit, en commercialisation, enfin, et pas que en termes financiers. merci pour cette réponse. Après, je crois qu'il y a eu un petit, je ne sais pas si c'est Fanny ou Benjamin, vous pourrez vous compléter. Il y a eu un petit quiproquo dans la présentation. Il y a une des participantes qui regrette le fait que Prévasso exclut dans son accompagnement les associations dont la gouvernance est démissionnaire, sans lui donner de soutien pour restructurer un conseil d'administration. Euh, je pense que c'est pas aussi net que ça, mais je parle sous votre Non. contrôle. Non, non, C'est pas chez c'est moi. pas aussi net que ça. Ceci étant dit, il faut quand même pouvoir s'appuyer sur en effet des personnes qui soutiennent encore ce projet associatif. Mais je crois, Benjamin, tu pourrais l'illustrer aussi de ton côté. Malheureusement, je ne m'y suis pas encore confronté, donc c'est pas moi qui ai suivi cette association-là. Mais en effet, ça peut être aussi un accompagnement d'un dirigeant et d'essayer de revoir dans ses ressources, dans les bénévoles et dans les gens qui restent encore à accompagner, comment on arrive rapidement à reconstituer, comment on arrive rapidement à reconstituer un conseil d'administration Mm. et au moins d'avoir de nouveau des personnes qui sont capables d'engager l'association. Merci. Mais là, le cas, je ne le connais pas particulièrement. Mais en tout cas, il n'y a pas de critères excluants à ce point-là. Enfin, c'est plus. Oui, c'est une situation globale qui est regardée et en effet ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que Prévasso peut faire dans cette situation. Et je pense que ce qui anime, enfin, je parle au nom de mes collègues de l'UDES et de la VISE, mais notre principe, c'est l'accueil, de toute manière, et c'est l'écoute dans des situations de difficulté. Même si on ne peut pas avoir un accompagnement complet, même si on n'est pas la solution ultime, le but, c'est quand même de prévoir le temps nécessaire pour accueillir, échanger sur la problématique et trouver les meilleures solutions, parce que c'est la coopération sur le territoire et aussi notre ambition de soutenir les structures dans ces situations difficiles. Donc, je parle sous votre contrôle, hein, mais je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui vous dira non, on ne peut pas prendre un peu de temps avec vous pour échanger sur votre situation parce que vous ne rentrez pas dans nos critères. Bien sûr que si on est sur d'autres problématiques que la difficulté, on dira ça, mais dans une situation de difficulté, le temps sera pris. Il y avait une question par rapport à l'intervention de Diane, mais qui malheureusement a dû nous quitter, il me semble, mais qui a répondu à la question. Il y avait un questionnement sur la partie DLA Flash qu'elle a présentée et la question des autres dispositifs qu'on a présentés. Donc, soit Maëlle, tu réponds, soit je lis la réponse écrite qu'a fait Diane. Je ne sais pas comment tu veux qu'on... Tu peux, elle était très bien. Voilà. Alors, le DLA Flash est une modalité spécifique dérogatoire d'accompagnement du DLA. En fonction de l'écosystème de l'accompagnement aux structures en difficulté, il n'est pas forcément présent sur tous les territoires. Le principe du DLA est la subsidiarité et donc le DLA renvoie vers les ressources présentes quand elles existent. Voilà, c'est ça le. Je...
J'espère que cette réponse a le mérite de la clarté, mais en tout cas, si je prends une microseconde, une autre casquette qui est la mienne, qui est membre du comité de pilotage du DLA, le but, c'est vraiment d'organiser cette coopération et d'avoir la chaîne de l'accompagnement la plus robuste sur les territoires, et donc de voir comment on peut offrir euh, en tout cas un parcours le plus fluide possible à ce niveau-là. Voilà, il y avait une question aussi, il y avait une confusion de cartographie, si j'ai bien compris, entre la cartographie nationale présentée par l'Avise et celle présentée par Hugo. Il y a eu aussi une réponse écrite, mais je peux laisser compléter Caroline, Louise ou Maëlle là-dessus. Oui, juste ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il y a la cartographie nationale et puis dans chaque région, on s'adapte aussi voilà, aux spécificités locales et c'est pas des cartographies qui sont opposées, mais c'est simplement des articulations qui sont plus poussées et qui prennent compte des spécificités de qui est présent. Voilà, il peut y avoir des modalités différentes sur ce que chacun propose en région. Donc, c'est juste pour dire, voilà, on fait cet effort supplémentaire dans chaque région d'articulation. Mm. Tout à fait. L'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de vous présenter un panorama national, ce qui par définition est imparfait, de donner en tout cas des grandes orientations. Et bien entendu, après, le but, c'est d'aller au local et au niveau territorial où il y a des solutions qui existent, et plus spécifiquement, mais qui n'est pas très pertinent de présenter dans le cadre d'un webinaire national avec tout le détail, d'autant que en fait, l'écosystème s'organise sur ces sujets-là et des solutions évoluent. Donc, c'est par cette interconnexion et par l'évolution de solutions que vous aurez les éléments les plus précis. Il y a aussi beaucoup de questions sur Prévasso, est-il présent sur tel territoire, l'UDES, tout ça. Peut-être que je vous invite à reprendre le diaporama qu'on va vous envoyer, qui a l'ensemble des implantations aujourd'hui et l'ensemble des contacts, ce qui permettra d'avoir une vision assez précise. Euh, il y a aussi des questions sur la question de la situation de la création du premier emploi. Il y a eu une réponse aussi dans le chat. Maëlle a répondu que effectivement le DLA à titre dérogatoire, là aussi, peut accompagner des structures sur cette question du premier emploi. Effectivement, là, c'est aussi j'ai envie de dire, du cas par cas. Et même réponse, la sollicitation sera accueillie et la réponse donnée sera adaptée à la situation. Mais en tout cas, dans le cadre de Prévasso et d'SOS employeurs, de fait, il est nécessaire que ça soit des structures employeuses. J'ai répondu aussi que le réseau Guidasso peut être un relais là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, peut-être. Louis, je parle sous ton contrôle. Écoute, non, je pense que ça va. Il y a des Bah, questions qui étaient revenues, quoi, auxquelles on avait répondu. Donc, j'essaie de remettre un ouais, résumé euh, dans les questions-réponses, mais je pense qu'on a pas mal abordé ouais, les différents sujets. mm, mm. Voilà. Et pareil, sur la question des structures nationales, on en a parlé. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On voit bien le sujet et toutes et tous, on essaye de s'organiser pour répondre à cette problématique spécifique. Voilà, nous arrivons pas loin du bout de notre webinaire. Je tiens à vous remercier d'avoir été aussi nombreux. Je crois qu'il y avait à peu près 400 inscrits au webinaire, selon le dernier comptage, et il y avait quand même pas mal de participation. On espère en tout cas que cette information vous a été utile. Bien sûr, elle a vocation à vous donner ce panorama national et je pense que le message qu'on voulait vous faire passer, c'était de ne pas hésiter à solliciter nos différentes organisations au niveau territorial pour pouvoir vous orienter au mieux. Ça, c'est vraiment le message principal et qu'on tâche d'œuvrer en tout cas et de s'organiser au mieux pour soutenir le secteur dans un contexte de difficulté assez important. Et pour finir, nous vous enverrons le diaporama que vous avez vu
avec l'ensemble des éléments et des ressources et l'enregistrement du webinaire. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je parle sous le contrôle de mes collègues sur le sujet, mais il me semble que j'ai été exhaustive. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.